Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo du programme de première STMG en économie dans laquelle on va attaquer le thème numéro 3, comment les ménages décident-ils d'affecter leurs revenus, et on va tout de suite, maintenant, directement, sans plus attendre, attaquer le chapitre 7, l'arbitrage entre consommation et épargne. Franchement, un chapitre méga simple. Avant de commencer, s'il te plaît, ton portable, tu le mets en mode avion. Les potes, les copines, tout ça, tu les mets de côté. Pendant le visionnage de cette vidéo, tu fais rien d'autre. Tu n'es pas sur TikTok, tu n'es pas sur Insta, tu es avec moi. Je te promets que si tu prends le temps de regarder cette vidéo sans avoir de stimuli à côté, ça va bien se passer et tu comprendras les termes qu'on va évoquer. Juste une chose. Cette vidéo, jamais elle remplacera le cours avec ton prof, etc. Et l'acquisition des savoirs en classe, ça va de soi. Mais quand même, je me suis dit que ça pouvait te faire plaisir. Cette petite vidéo, si jamais tu as une évaluation, bon courage. Si jamais tu regardes ça pour le bac, bon courage aussi. Peut-être que tu regardes ça pour, je sais pas moi, développer ta connaissance en économie. Enfin bref, mais en tout cas, force à toi. Peu importe ton projet, et puis n'hésite pas à un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour cette vidéo. Il y aura des prérequis, hein. Il y a des choses qu'on a vues avant, donc j'espère que tu as vu les vidéos avant, mais t'inquiète, je vais essayer de te rendre ça le plus accessible possible, ok? Donc, on va commencer par une définition toute simple. Tu vois, c'est-à-dire que toi, tu es un économiste, ok? Et il faut absolument que tu emploies un vocabulaire scientifique. Qu'est-ce que c'est la consommation finalement? La consommation, c'est quoi? Simplement, c'est le fait d'acheter des biens ou des services pour satisfaire ses besoins. D'accord? Donc, c'est quoi une consommation? C'est le fait de consommer, d'acheter. Tu vois, je te rends ça vraiment le plus simple possible. D'acheter des biens ou des services pour satisfaire ses besoins. Ok? Très simple. Donc ça, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Et l'épargne, qu'est-ce que c'est? C'est la part du revenu qui n'est pas consommé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je sais pas, moi, par exemple, tu as, je dis au hasard, tu as 2000 euros, d'accord? Ton revenu, c'est 2000 euros, tu consommes 1200 euros. Donc, la consommation, c'est 1200 euros. Et l'épargne, c'est ce qui te reste, à savoir 800 euros. Donc, c'est ce qui est mis de côté, si tu préfères. OK? Donc, voilà pour la différence entre la consommation et l'épargne. Le terme arbitrage, je te mets une petite vidéo ici, tu regarderas. On en a parlé dans un chapitre en long et en large. L'idée, pour faire simple, c'est de faire des choix finalement. Et quand on parle d'arbitrage, on parle de choix à faire. Est-ce que je vais choisir entre consommation et entre épargne? Et disons qu'il y a des choses qui vont influencer si je vais consommer avec mon revenu ou si je vais épargner avec mon revenu. Tu vois, c'est ça le terme arbitrage. C'est ce qu'il faut comprendre dans ça. OK? Donc voilà pour le partage entre consommation et épargne, en tout cas les définitions. Et maintenant, on va parler d'un terme qui vous fait peur tout le temps, qui est pourtant très simple. C'est le terme de propension. D'accord? Propension. Et en fait, ce terme-là, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Il va nous permettre d'analyser la répartition entre la consommation et le revenu. C'est-à-dire de comprendre à quelle hauteur de mon revenu je vais consommer et à quelle hauteur de mon revenu je vais épargner. La propension, c'est ça. Et il existe plusieurs types de propension. On va en voir deux ensemble et ça sera déjà très très bien. On va voir la propension moyenne à consommer et la propension marginale à consommer. Et ces termes-là, si tu as suivi mes vidéos, la propension marginale, pareil, on en a parlé en long, en travers, excuse-moi, et en large. Et en principe, si tu as suivi les vidéos, déjà ce terme-là, tu es vraiment familier avec ce terme-là. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est la propension moyenne à consommer? Ça mesure simplement, hop, je vais le mettre ici, la part du revenu qui est affecté à la consommation. C'est juste ça. Quand je parle de propension moyenne à consommer, en gros, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la part que je vais allouer à mon revenu?
Et c'est une sorte de moyenne. En fait, si tu veux savoir, c'est même un pourcentage pour faire simple. Ok. Je vais te donner un exemple très concret pour comprendre ça. Imagine ton revenu. Donc oui, il y a une formule pour la calculer. En fait, c'est un calcul à faire. Et il y a une formule. La formule, elle est toute simple. Je te la donne maintenant. C'est celle-ci. Donc, propension moyenne à consommer est égale la consommation divisée par le revenu. D'accord? Donc, tu as une formule à retenir. Si on te demande de calculer la propension moyenne à consommer, tout simple, tu fais C divisé par R. La consommation divisée par le revenu. D'accord? Tu es en CR. Non, je déconne. on va se recentrer. Mais tu fais la consommation divisée par le revenu. Ok? CR. Quelle est la première lettre dans l'alphabet entre le C et le R? C'est le C. Tu retiens que c'est d'abord C et ensuite R. D'accord? Donc, PMC, donc la propension moyenne à consommer, c'est la consommation divisée par le revenu. C sur R. Ok, je te le mets là, c'est plus facile comme ça. CR7 même, tu vois, c'est Ronaldo. Tu vois, tu penses à Ronaldo c'est CR7. Et ben, tu as la formule de la propension moyenne à consommer. Je te donne un exemple très concret. Imagine que ton revenu, c'est 2000 euros. Ok. Et tu consommes sur ces 2000 euros, tu vas utiliser 800 euros. D'accord? Donc, du coup, pour calculer la propension moyenne à consommer, je fais la consommation divisée par le revenu. Et donc, on va faire ici, on va dire la consommation, c'est pas 800 euros, c'est pas assez. On va dire que c'est 1200 euros. D'accord? 1200 euros. Ça me paraît mieux. Donc, tu fais PMC, c'est égal C divisé par R. D'accord? Donc, C ici, c'est quoi? C'est la consommation. 1200 euros divisé par 2000. C'est égal à 0,6. D'accord? Tu peux le laisser comme ça ou tu peux même en faire un pourcentage qui est égal à 60%. Qu'est-ce que ça veut dire ce 60%? Ça veut dire que 60% de mon revenu est affecté à la consommation. Je consomme 60% de mon revenu. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire que 60% de mon revenu, je vais le prendre et je vais l'utiliser pour consommer. Donc, il va me rester évidemment 40%. On est d'accord avec ça? Ok? Ça va jusque-là, j'espère que ça va. Tu ne peux pas me répondre, mais je pense que ça va. Tu vois, donc la propension moyenne à consommer, pas de quoi s'affoler. C'est simplement la part du revenu qui est affectée à la consommation. J'ai un revenu, combien j'alloue à la consommation dans ce revenu? Pour ça, tu fais la formule CR7, d'accord? Donc, consommation divisée par le revenu. Et là, je t'ai donné un exemple. Et donc, voilà ce qu'on te demande lorsqu'on te demande de calculer la propension moyenne à consommer. Okay? Et ça permet d'analyser, ça permet de savoir combien je consomme dans mon revenu. Okay? Maintenant, on passe à la propension marginale à consommer. Et je pense que tu te souviens, si tu n'as pas regardé la vidéo, franchement, je te conseille de regarder la vidéo avant. Je pense que tu te souviens de ce raisonnement à la marge. Je t'avais donné comme exemple le fait de boire un petit peu d'eau. Tu te souviens, après ton sport. Au début, la goutte d'eau que tu vas boire, elle va te procurer un plaisir immense parce que tu as soif. Puis tu vas continuer à boire. La deuxième, elle va te donner moins de plaisir. La troisième, moins de plaisir. Et la quatrième, peut-être même qu'elle va t'écœurer parce que ça y est, t'en peux plus de l'eau finalement. Ok? Pareil pour un burger. Tu manges un premier burger, t'es au top. Deuxième burger, bon, c'est bien, mais on commence à combattre. Troisième burger, ça devient insoutenable. Tu vois, le raisonnement à la marge, c'est le raisonnement pour une unité supplémentaire. Par exemple, un burger. Le plaisir du premier burger, il est ouf. Je rajoute une unité supplémentaire, à savoir un burger. Le plaisir, il est moyen. Je rajoute une unité supplémentaire. Ah, le plaisir, il est laisse tomber. Et là, la question qu'on va se poser avec la propension marginale à consommer, imagine, tu as un revenu, je te rajoute de l'argent. Donc là, l'unité, c'est quoi? C'est l'argent finalement. Je te rajoute de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Est-ce que tu vas tout consommer? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas plus épargner que consommer? Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, le raisonnement, la propension marginale à consommer, c'est de se poser la question de la part allouée à la consommation pour un revenu supplémentaire. Donc quand on parle de raisonnement à la marge, on parle toujours d'unités supplémentaires. Là, c'est pareil. J'ai de l'argent en plus. Par exemple, tu vois, je sais pas moi, tu touches 2000 euros, d'accord? Donc ton revenu là, on va l'appeler R1, d'accord? Ton revenu là, il était de 2000 euros, ok?
Et imagine, bah, ton revenu, il passe, je sais pas moi, on va dire 2800 euros. Ok? Tu as une sacrée augmentation. Et ben on va se poser la question, est-ce que tu vas toujours consommer 60% de ton revenu? Bah, je pense pas, parce que forcément, plus tu as d'argent, plus c'est facile de mettre de côté. C'est logique. Je sais pas, moi, si un jour tu passes de 2000 à 10 000 euros, je pense pas que tu vas consommer directement les 10 000 euros. Je pense que tu vas mettre de l'argent de côté. Bah, tu vois, le raisonnement à la marge, c'est ça. Je te donne une unité supplémentaire de revenus, qu'est-ce que tu en fais? Et pour ça, il y a une formule qui est très très simple. Je vais te la mettre ici. Hop, donc PMC. Donc là, c'est la propension marginale à consommer, d'accord? Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le petit M, là, c'est marge, d'accord? Donc, pour ça, en fait, il faut faire deux soustractions. Ok? Donc, c'est d'abord C2 moins C1, je t'explique tout ça après, t'inquiète pas, divisé par R2 moins R1. Ok? En fait, c'est l'évolution de ta consommation divisée par l'évolution de ton revenu. Tu te souviens tout à l'heure, hein, c'est C divisé par R, c'est R7. Tu te souviens, bah là c'est pareil. Là c'est C en haut, R en bas. D'accord? Donc sur ça, tu ne te prends même pas la tête, simplement c'est 2 et 1, et ensuite 2 et 1. Ok? Donc, c'est exactement la même formule. Tac, je te la mets ici en... Je vais te la mettre en orange. Ok? Comme ça, là, tu vois ici... Je vais la mettre, je sais pas moi, avec quelle couleur je te la mets. Je te la mets en orange aussi, comme ça, tu retiens les formules. Ok? Et donc, on va prendre un petit exemple. T'imagines que, bon, on a dit ton revenu, il passe de 2000 à 2800 euros. Mais ta consommation, c'était combien? C'était, on a dit 1200 euros. Et là, ta consommation, elle passe à 1600 euros. D'accord? Hop, 1600 euros. Ok? Donc, je t'explique. Ton revenu est passé de 2000 euros à 2800 euros. Ok. Ta consommation est passée de 1200 euros à 1600 euros. La question à se poser, c'est quelle est l'analyse qu'on peut faire de la part qui est allouée à la consommation. En d'autres termes, lorsque je te donne de l'argent en plus, est-ce que tu vas consommer ton revenu de la même manière? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Et pour le voir, eh ben, tu dois faire ce calcul-là et on va le faire ensemble maintenant. Alors, donc on est ici. Donc on a dit, propension marginale à consommer est égale. On va mettre ça en noir. Donc on a dit, pour faire le calcul, tu fais C2 moins C1. Mon revenu, mon nouveau revenu, c'est 1600. Mon ancien revenu, c'est 1200. Divisé par mon nouveau revenu, c'est 2800. Divisé par 2000. Ok? Donc ça te fait propension marginale à consommer. Donc là, ça fait 400. Divisé par 800. Et donc, c'est égal à 0,5. En d'autres termes, c'est égal à, donc je peux le faire en pourcentage, c'est égal à 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma propension marginale à consommer, elle est égale à 50%. Ça veut dire que le ménage va consacrer 50% de plus lorsque son revenu augmente. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que le ménage va consacrer 50% de l'augmentation de son revenu à la consommation. Le ménage va consacrer 50% de l'augmentation de son revenu à la consommation. Voilà ce que ça veut dire. Et tu vois que ce n'est pas pareil que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, on voyait que la consommation du revenu, c'était, enfin, le pourcentage de consommation sur le revenu, c'était 60%. Et là, au contraire, on voit que c'est 50%. D'accord? Donc, voilà ce que ça veut dire la propension marginale à consommer. Je te donne de l'argent en plus. Qu'est-ce que tu en fais? Quelle part tu vas allouer à la consommation pour cette unité supplémentaire-là? Pour cette unité supplémentaire-là. Et donc, cette unité supplémentaire-là, tu vas la consommer à hauteur de 50%. C'est-à-dire que tu vas consommer la moitié. Donc, je t'ai rajouté 800 euros sur ton salaire. Et tu vas consommer 50% de ces 800 euros. Voilà ce que ça veut dire, en gros, la propension marginale à consommer. Il y a une autre propension moyenne qu'on voit, c'est la propension moyenne à épargner. C'est exactement la même chose. C'est la part du revenu qui est affectée à l'épargne, d'accord? Je ne sais pas si je te la mets ou pas. Bon, je te la mets parce que je t'en ai parlé, mais voilà. On parle aussi des fois de propension moyenne à épargner.
Donc en gros, la propension pardon, moyenne à épargner, qu'est-ce que c'est? C'est la part du revenu qui est affectée non pas à la consommation, mais tu l'as deviné, à l'épargne. Ok? Et pour ça, en fait, bah, la formule, c'est exactement la même. C'est-à-dire que tu fais, on va l'appeler comme ça, pour proportion moyenne à épargner, c'est égal épargne divisé par le revenu. D'accord? Voilà, je te la donne vraiment à la marge. Il ne faut pas que tu te prennes la tête avec ça. On va reprendre ici notre exemple. Si je consomme 1200 euros sur les 2000 euros, ça veut dire qu'il me reste 800 euros. D'accord? Donc l'épargne, c'est 800 euros ici. Donc mon revenu, c'est 2000 euros. Hop. L'épargne, c'est 800 euros. Et donc, si tu veux faire, mettre une virgule comme ça ne t'embrouille pas. Si tu veux faire la propension moyenne à épargner, ben, tu fais 800 divisé par 2000. Ok. Donc voilà, et tu multiplies par ça par 100 et ça te donne la propension moyenne à épargner. Mais encore une fois, ne te prends pas la tête avec ça. Si tu as compris cet exemple-là, c'est parfait. Et surtout, si tu as compris ça, c'est excellent. En sachant encore une fois que ce n'est pas quelque chose de très compliqué à comprendre, d'accord? On te donne une part de revenu supplémentaire. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la loues davantage à la consommation ou davantage à l'épargne? Ok. On va voir un dernier point sur ce chapitre. C'est les déterminants de la consommation. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que je vais consommer? D'accord? On va se poser des questions. Qu'est-ce qui va pousser un ménage à consommer, un individu à consommer? Ben, il y a plusieurs choses. Il y a des facteurs. Alors, il y a des facteurs économiques et il y a des facteurs non économiques. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ok? Hop, je te mets ça ici. Donc, on a des facteurs économiques et des facteurs non économiques. Alors, première chose, qu'est-ce qui va pousser les ménages à consommer? Ben, bien évidemment, quelque chose de très logique, mais c'est important d'en parler quand même, le revenu. C'est logique. Si mon revenu est élevé, ben, bien évidemment que je vais davantage consommer. C'est logique. Si par contre, mon revenu baisse, ben, je vais moins consommer. D'accord? Donc, première chose sur les facteurs économiques, le revenu. Le revenu est un facteur qui détermine la consommation. Ça va de soi. Deuxième chose, le prix des biens. Si j'ai pour habitude de consommer un bien, mais que ce bien-là va, je sais pas moi, prendre beaucoup si son prix va augmenter énormément, et ben forcément, je vais moins consommer ce produit-là. Et donc, le deuxième facteur économique qui va avoir une influence sur ma consommation, c'est le prix des biens et des services. Lorsque le bien ou le service va augmenter, forcément, la consommation de ce bien et de ce service va baisser. Et inversement, si le prix d'un bien ou d'un service va baisser, la consommation va augmenter. C'est-à-dire qu'on a une relation inverse. Donc, pour les facteurs économiques, on a le revenu et on a le prix des biens et des services. Ok, maintenant, on attaque les facteurs non économiques de la consommation. Premièrement, on peut parler de l'âge. Bien évidemment, l'âge, ça va avoir une influence énorme sur ce que je peux consommer ou pas. Je sais pas, moi, une époque, j'ai acheté beaucoup de mangas, par exemple. Là, bon, je regarde quelques animés, mais j'ai moins le temps de lire des mangas. Et donc, forcément, avec l'âge, avec les responsabilités, etc., on a moins de temps libre. Et donc, l'âge peut avoir un impact significatif sur la consommation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui peut avoir un impact sur la consommation, c'est l'appartenance à un groupe social. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle les critères sociaux et démographiques. Par exemple, je ne sais pas moi, mais alors vous n'avez pas connu cette mode, je pense. Vous n'avez pas connu la tectonique. Je pense que vous n'avez pas connu la mode de la tectonique. Enfin, si, peut-être. Mais du coup, si vous avez... Non, vous êtes trop jeune pour la tectonique, je ne vais pas parler de ça.
Mais par exemple, je sais pas moi si bon vas-y, on va parler de la tectonique quand même, d'accord? C'était une mode, c'était une danse à l'époque et bien évidemment lorsque, tu, voulais, appartenir à ce groupe, tu avais, une tenue vestimentaire particulière, tu avais une coupe particulière, tu écoutais du son, particulier et cetera et donc tout ça, bah, ça avait une influence sur ta consommation. Je vais pas acheter des baggy, mais je vais acheter voilà des pantalons, très cintrés et cetera, et puis, lorsqu'on écoute un certain type de musique, on va se sentir appartenir à un groupe et on va peut-être s'habiller en fonction de ce groupe. Et donc voilà, ça aussi, ça va avoir euh, une influence sur ta consommation. Moi, par exemple, à l'époque, j'allais à la Japan Expo. Bien évidemment, ça avait une influence sur ma consommation parce que je consommais, bah voilà, je consommais des choses en rapport avec le Japon, etc. Euh, je m'habillais aussi de la sorte. Et donc voilà, l'appartenance à un groupe social va aussi déterminer la consommation par effet d'imitation ou autre. Par exemple, si, je sais pas moi, si par exemple il y a une star que tu aimes bien, voilà, ses valeurs te parlent ou alors tu te sens inspiré par elle, ben forcément tu vas vouloir l'imiter, tu vas vouloir, je sais pas moi, avoir les mêmes baskets, etc. Ça aussi, c'est un facteur qui détermine la consommation. Également, il y a la culture. J'étais en Angleterre, par exemple, je sais pas, moi j'étais aux Pays-Bas ou même en Espagne. Ils ont une manière de manger qui est complètement différente. C'est-à-dire que le matin, ils vont plus privilégier les repas salés plutôt que sucrés. Dans la culture, on peut aussi parler par exemple de, de religion, de spiritualité, etc. Il y a des personnes qui vont consommer que du kasher, il y a des personnes qui vont consommer que du halal, etc. etc. Ça aussi, ça va avoir une influence sur la consommation. Il y a des produits qu'on va consommer et il y a des produits qu'on ne va pas consommer. Ok? Donc voilà pour les facteurs non économiques qui vont avoir une influence sur notre consommation. Maintenant, on va parler, pour terminer cette vidéo, des déterminants de l'épargne. Pardon. Ah, les bichons. De l'épargne. Wouhou! N'importe quoi. De l'épargne. Ok? Donc, déjà, on va définir les trois types d'épargne avant de parler pardon, des déterminants économiques et non économiques de l'épargne. On a trois types d'épargne. D'accord? Donc, le premier type d'épargne, c'est l'épargne de précaution. Qu'est-ce que c'est l'épargne de précaution? C'est le fait de, comment dirais-je, de prévenir une éventuelle maladie ou alors un pépin qu'on pourrait avoir dans la vie. Ou alors même, par exemple, je sais pas, moi, imagine, bah, moi je mets de l'argent de côté. Pourquoi? Parce que un jour, ma machine, elle est tombée en panne et je devais laver mon linge et j'ai galéré pendant quelques temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une épargne de précaution. Soit je vais avoir un souci matériel, ou soit je vais prévenir la maladie ou le chômage et donc je vais mettre de côté. Ça, c'est la première chose. Deuxième, c'est l'épargne de patrimoine. Alors l'épargne de patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est pour me constituer un patrimoine, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée c'est que voilà, je veux avoir des biens immobiliers, etc. Donc je vais mettre de côté pour pouvoir préparer ça. Et enfin, on a l'épargne de consommation différée. Par exemple, je sais pas, moi je veux m'acheter, je vous fais un exemple très concret, l'épargne de consommation différée. J'étais étudiant, je voulais absolument aller au Japon. J'ai travaillé pendant 1 an et donc j'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir préparer mon voyage au Japon. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai épargné pour une consommation différée qui était trop importante pour moi à l'époque. Et donc, j'ai dû mettre de l'argent de côté pour préparer mon voyage. Ok? Les déterminants de l'épargne, vous avez des facteurs économiques et des déterminants, des facteurs économiques et des facteurs non économiques. Je vais vous donner ça maintenant et on aura terminé ce chapitre, qui est pas compliqué, hein. Je pense que vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, il n'y a rien de compliqué là en vérité. C'est juste simplement des notions qu'il faut articuler ensemble, mais en matière de complication, il n'y a rien de compliqué là. Alors, au niveau des facteurs économiques de l'épargne, la première chose à savoir, c'est bien évidemment le revenu. Ça va de soi. Si j'ai pas un revenu assez élevé pour épargner, forcément je peux pas épargner. Donc ça, c'est la base, on en parle et c'est plié. La deuxième chose, c'est le taux d'intérêt.
Le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est? C'est en gros le taux qui va rémunérer le fait que je mette de l'argent de côté. Vous avez certainement entendu parler du livret A ou alors des taux d'intérêt. L'idée, c'est quoi? C'est que lorsque je mets de l'argent à la banque, disons que j'ai un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est? C'est un taux qui va me faire gagner de l'argent au fil des années. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas moi, si j'ai un taux d'intérêt à 4%, si je mets 100 euros de côté, au bout d'un an, j'ai gagné 4 euros. Bon, vous me direz, c'est pas énorme, mais lorsque je mets des sommes importantes, là, on commence à discuter. Et donc, l'idée, c'est que plus le taux d'intérêt va être élevé, plus ça va pousser les gens à épargner. Pourquoi? Parce qu'ils vont gagner de l'argent en mettant leur argent de côté. Donc ça aussi, c'est un facteur économique. Le taux d'intérêt, plus le taux d'intérêt est élevé, plus les gens vont vouloir épargner. Ça, c'est la deuxième chose. Et également, le troisième facteur économique, il y en a plein, mais celui-là, c'est un facteur, comment dirais-je, qui est intéressant de voir. C'est ce qu'on va appeler l'état économique du pays, la situation économique du pays. La situation économique du pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, lorsque on avait le confinement, lorsqu'on a eu le confinement, bien évidemment, les gens, c'est pas une période dans leur vie où ils ont consommé. Pourquoi? Parce que il y a eu le confinement, on pouvait pas aller acheter, on pouvait pas aller dans les centres commerciaux, etc. On pouvait acheter en ligne, mais bon, passons. Donc les gens se sont dit, c'est peut-être un moment pour mettre de côté. Et donc la situation économique du pays aussi, elle va pousser les gens à mettre de côté, à épargner leur argent ou non. Ok? Également, on va voir ensemble les facteurs non économiques et on aura terminé pour ça. Alors, le premier facteur non économique, c'est bien évidemment l'âge. Au début, quand on est jeune, etc., quand on commence à bosser, bien évidemment, on ne pense pas trop à épargner, on pense à consommer. On n'a pas un revenu qui est non plus incroyable et donc c'est difficile de mettre de côté. Donc on va emprunter pour ces projets, pour financer la vie courante, etc. Et avec l'âge, on commence à travailler, à avoir un emploi qui est bien rémunéré et donc de ce fait-là, on va mieux épargner, on va pouvoir épargner davantage. Donc, pour préparer sa retraite par exemple ou autre, ou pour avoir un patrimoine. Et donc, lorsqu'on a, je sais pas moi, 16, 17, 18, 19 ans, on ne pense pas à mettre de côté pour acheter une maison. Par contre, à partir de plus de 25 ans, 30 ans, là, on commence à se poser ce genre de questions. Donc, l'âge va avoir un impact. Bien évidemment, la culture également. Dans certains pays, on va être, très ancré dans l'épargne et dans le fait de mettre de l'argent de côté. Dans certains pays, par exemple, c'est pas le cas. En Espagne, par exemple, le taux d'épargne, il est très faible. Par contre, en France, le taux d'épargne, il est beaucoup plus élevé. En Allemagne également. Donc, la culture aussi du pays va avoir un impact sur le fait d'épargner ou non. Et puis, vous savez quoi, on va s'arrêter là et c'est déjà très bien. On peut citer aussi le milieu social, si vous voulez. Le milieu social également va avoir un impact en fonction de l'épargne ou non. Dans certains milieux sociaux, on va plus avoir tendance à épargner très tôt, alors que dans d'autres, ce n'est pas une pratique qui est courante. Donc voilà pour cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu la définition de la consommation et de l'épargne. On a vu la propension moyenne à consommer, la propension moyenne à épargner, c'est-à-dire la part du revenu qui est affectée à la consommation ou à l'épargne. On a vu la formule CR7, d'accord, tu retiens ça, grosse dédicace à Cristiano Ronaldo. Si tu passes par là, n'hésite pas à mettre un pouce. Bon, il n'y a pas que ça à faire, mais bon, passons. Ensuite, on a vu la propension marginale à consommer, c'est-à-dire la part allouée à la consommation pour un revenu supplémentaire. On a vu la définition, c'est toujours CR7, sauf que c'est C2 moins C1 divisé par R2 moins R1. Je t'ai donné un exemple, tu reviens là-dessus si tu as besoin. Et enfin, on a vu que la consommation et l'épargne étaient influencées par certains facteurs. On a vu des facteurs économiques et non économiques pour la consommation. Excuse-moi, on a vu les différentes formes d'épargne et les facteurs économiques et non économiques des déterminants de l'épargne. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère qu'elle te permettra de mieux comprendre les concepts économiques et également de réussir
ton évaluation ou alors ton bac si jamais tu es là pour ça. Si ça t'a plu, fais tourner à toute ta classe, s'il te plaît. Et tu mets un pouce bleu, tu mets un abonnement, enfin voilà, tu mets un petit commentaire. Si je peux y répondre, promis, j'y réponds. Mais en tout état de cause, je suis vraiment content que tu aies regardé cette vidéo et j'espère qu'elle t'a servi. Je te souhaite une très très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Bye bye.